Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 9e numéro du Bistrot d'Allez-le-Losc saison 3. Bienvenue dans ce Bistrot d'Allez-le-Losc spécial débrief du derby. Le Bistrot d'Allez-le-Losc, l'émission réalisée par les supporters du LOSC, et notamment ceux des Dogs du Net et du site Allez-le-Losc, pour les supporters du LOSC, un rendez-vous hebdomadaire auquel vous êtes habitués sur la page Facebook du Bistrot. Au sommaire, cette semaine, nous évoquerons bien sûr, nous reviendrons sur le derby, un chevalier du ciel. Donc, on débriefera, on refera le match avec les piliers du bistrot. Et dans une deuxième partie, nous évoquerons le prochain rendez-vous du LOSC, vendredi soir, à Strasbourg, pour suivre sur la lancée. Alors, pour évoquer cette actualité, nous avons ce soir des piliers du bistrot qui sont au rendez-vous. Par l'ordre d'entrée en scène, je vais vous présenter Christophe D. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Super bien. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Georges, tu as passé un bon lundi? Ouais, plutôt très bon, ouais. Meilleur que certains lundis de l'année dernière, quoi. Excellent. Bonsoir Lorenzo, du compte Twitter Dogs Italia. Est-ce que le résultat de dimanche soir a fait trembler la péninsule? Je ne sais pas si ça fait trembler la péninsule, mais l'appartement de ma sœur à Bologne, dans le nord, pourquoi pas. Et franchement, j'étais content. Après les derbys de l'année dernière, on n'a pas eu trop de chance. Je suis très content. Donc, en Italie, il y a une petite partie qui a fêté dimanche soir. Il est toujours aussi bavard, Lorenzo, mais c'est pour ça qu'on l'aime bien. Et enfin, Christophe C, donc, qui nous a rejoint. Bonsoir Christophe. Bonsoir tout le monde. Pas trop mal à la tête? Tout va bien. Tu as récupéré ta voix? Ça va, oui. Voilà, donc vous savez que vous avez tous rendez-vous donc sur le live, sur la page Facebook du Bistrot d'Allez-le-Losc, que vous pouvez réagir en direct sur les commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. Vous savez que en règle générale, on prend ces commentaires, on prend les meilleurs d'entre eux et on les cite à l'antenne pour enrichir nos échanges. Vous êtes déjà quelques-uns. On a Anthony qui nous dit bonsoir à tous, bonsoir à nos dogs, bravo à nos dogs. On a Leif qui nous salue, qui salue ses amis lillois. Fabien qui nous demande où est Pascal, donc notre supporter lensois, celui que nous avions la semaine dernière. On a été, il y a pas, je suis sûr qu'il serait venu si on l'avait invité, mais on l'a pas invité parce que à son corps défendant. Oui. Non, Georges, il était déjà venu lors du derby où, tout à fait. où ils avaient perdu 4-0, où là, pour le coup, ils avaient pris une vraie tôle et il avait assumé jusqu'au bout, il était venu. Donc, je ne pense pas que ce soit voilà, une dérobade. On ne l'a pas invité par charité, mais effectivement, il ne se serait pas dérobé si on avait demandé de venir. Donc, Anthony, jolie victoire, ça commence fort. Et Thierry, bonsoir les dogs. Geoffrey, salut la team, quelle joie depuis dimanche soir. Ce n'était pas notre meilleur match techniquement, mais on y a mis du cœur. Si ça continue à ce rythme, on ne fera pas d'émission, on citera que les commentaires. Hein, donc, calmez-vous. Non, je rigole, vous pouvez continuer. Donc, je vous propose de commencer par cette première partie, donc un retour sur le derby. On a titré « Un chevalier du ciel ». On se demande vraiment pourquoi. Donc, je vais organiser finalement le premier tour de table pour demander à chacun d'entre vous votre sentiment sur ce match. Christophe D, je vais commencer par toi. Tu étais présent au stade, je crois savoir. Et tu as une bonne place. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ce match, comment tu l'as ressenti ce derby? D'abord, moi, je ne suis pas arrivé super confiant. Hein. La semaine passée, je disais, tout ce qui me fait confiance là-dedans, c'est que c'est la fin des séries, la fin d'une série pour Lens. Donc, voilà, c'est ça qui me donne la confiance. Sinon, je me disais, si on joue jeu ouvert, on va s'en prendre. Et ce qui était très rassurant, c'est dès l'entame de match, voir l'intensité qui a été mise au milieu de terrain par les Lillois, parce qu'ils se sont fait un peu bouffer sur les côtés, hein, et on a eu un peu de mal, mais on a mis de l'intensité, on a
Et au fur et à mesure du match, avec l'engouement et puis enfin, on y reviendra là-dessus, mais il y a des joueurs qui ont quand même été épatants dans ce match-là. Et on a réussi à prendre le dessus sur Lens en fin de première mi-temps. Et à deuxième mi-temps, après avoir ouvert le score, on s'est peut-être dit Lens va pousser. Et en fait, non, on a vraiment été au-dessus de Lens en deuxième mi-temps. Et je pense que ça, c'est vachement intéressant parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes cette année qui ont réussi à dominer Lens sur une mi-temps complète, voire plus qu'une mi-temps. Donc, je trouve ça très, très intéressant comme match et surtout sérieux derrière et rigoureux. Et ça, c'est un grand virage pour moi. Georges, tu as vu le match à la télévision, donc avec un Ouais. autre œil, un œil un peu plus distant. Comment tu l'analyses? Est-ce que tu rejoins finalement le commentaire de Ouais. Christophe ou tu as une autre Distant, vision? mais passionné. Non, du tout, parce que moi, avant le match, pareil, je sentais assez mal, d'autant qu'au vu de la configuration de notre jeu depuis le début de la saison, par-delà le fait que ce soit le rival, c'était quand même l'équipe que j'avais vu jouer et qui pouvait nous mettre très mal. Parce que c'est exactement le genre d'équipe que le LOSC, juste avant ce derby, n'aimait pas jouer. Donc, moi, j'avais une grosse appréhension et je partais sur la crainte d'un match qu'on puisse perdre. J'avais le souvenir du match de Marseille où finalement, si on avait rivalisé techniquement, physiquement, ils avaient su nous rentrer dedans et on n'est pas su les contrer là-dessus. Donc c'est un peu ce que je craignais. Et au final, pareil. Il y a eu dans ce match, parce qu'il fallait avoir, c'est vrai que ce sera sans doute pas dans l'esprit le plus beau match de la saison. C'est même peut-être le plus moche qu'on ait joué depuis. Mais finalement, c'est ce qui lui donne sa vraie dimension de derby. Je pense que ça faisait très longtemps qu'on avait pu assister parce que les dernières victoires, le 4-0, 3-0, c'était tellement facile que ça n'avait pas la même configuration. Là, c'est un vrai derby où, pour le coup, on gagne un vrai derby dans ce sens où c'est l'équipe qui a le plus d'envie. Les vrais derbys, c'est ceux-là. Ce n'est pas forcément les plus beaux matchs, mais c'est ceux qui marquent le plus. Et il a été très marquant dans cet esprit-là, notamment grâce à cette intensité du milieu. Ce vice qu'ils ont su mettre aussi, justement, le reproche que je leur faisais, ce qui manquait à cette équipe. Là-dessus, petit coup de chapeau à André Gomez, je pense, qui peut amener beaucoup et qui est vraiment chez nos manquants, peut-être qui nous manquait dans ce. Et comme dit Christophe, c'est vrai alors il y a quand même eu 25 minutes où on est clairement baladé. Et puis, ouais, je pense qu'après le penalty, c'est fini. Il y avait vraiment qu'une seule équipe sur le terrain. La seule phase dangereuse, c'est un tir de loin. Sinon, ils n'ont jamais su bouger notre bloc à aucune façon. Et eux, par contre, se sont beaucoup fait contrer, ont été mis énormément de difficultés en deuxième mi-temps. Donc, peut-être que j'ai vu ce derby comme quelque chose qui ressemblait à quelque chose de très transitionnel, quoi. La deuxième mi-temps a donné un visage très rassurant. Alors, vous savez que j'aime pas trop les stats, je vais quand même vous donner les stats du match. Elles sont à epsilon près équilibrées. Donc, on a 12 tirs pour Lille, 10 pour Lens. On a 6 tirs cadrés contre 3 pour Lens. Donc, c'est là où il y a un petit écart. Il y a une efficacité lilloise qui est claire. On a 50% de taux de réussite contre 30% du côté lensois, 45% de possession pour Lille, 55% pour Lens. Donc, on a un peu abandonné la possession, contrairement à certains matchs. Je ne m'en plains pas, j'ai suffisamment critiqué les stats magnifiques pour des résultats pitoyables. On a 19 fautes pour Lille, 15 pour Lens, 3 cartons jaunes contre 5 et 5 corners pour Lille contre 9 en faveur de Lens. Lorenzo, toi qui as vu le match aussi à la télévision, comment tu as trouvé cette rencontre équilibrée, un match d'hommes? Comment tu la résumerais finalement en quelques mots? Alors, j'ai eu peur les premières 15 minutes parce que j'ai vu quand même de Lens et que là, je me suis fait penalty. On t'entend pas très Et je me bien, suis Lorenzo. dit, Je ne sais pas ah si c'est un problème de là, connexion ou on t'entend pas très bien. là, C'est vous assez haché. m'entendez? Vas-y, Là, vous m'entendez? ça va mieux. Là, c'est bon. Hein. Ça va Ok. mieux. Vas-y. Bah, je disais qu'en fait, j'ai eu peur les premières 15 minutes du match parce que, en fait, je pense que Lens, il a commencé avec son intensité classique et nous, à un moment donné, on était un peu en difficulté. Donc, dès que l'arbitre nous siffle le pénalty en contre, je me suis dit, ah, ce soir, ça va être très, très dur. Après,
c'est vrai, ben, je suis d'accord avec Christophe, que dès que Soto penalty, bah là, ça commence un autre match. Très bien Fonseca parce qu'il a fait un match un peu à l'italienne, donc il fallait gagner et pas d'autre chose. Mais je suis très déçu au niveau de prestations offensives qu'on a. Ah, je pense qu'on a perdu Lorenzo. Donc, on va passer la parole en attendant à Christophe, Christophe C. Le revoilà. On t'a perdu, Lorenzo. Donc, Ah oui, oui, non, j'ai eu un petit souci de connexion, mais je pense qu'on est bien. je te Je laisse, disais, vas-y, on je te va laisse attaquer conclure. jusqu'à quand? On t'a entendu, juste, ouais, on t'a perdu à peu près 30 secondes. Donc, je ne sais pas Non, précisément. juste pour résumer, mais moi j'ai dit que j'ai eu peur les premiers 15 minutes. Mais quand j'ai vu que l'arbitre s'il fait le penalty à faveur de Lens, je me suis dit que c'était un match dur. Mais dès que Sotoka il a raté son penalty, bah, c'est un autre match qui a commencé. Bien Fonseca parce qu'il a fait une présentation de match à l'italienne en disant que bon, il fallait gagner parce que c'était un derby et pas autre chose. En tout cas, je suis déçu au niveau offensif. Très peu d'idées. Et même dans des matchs où on a perdu, comme par exemple Marseille ou le match que je ne vais pas citer, mais je le cite quand même contre le PSG, on avait quand même montré des choses. Là, je suis un peu inquiété parce que j'ai vraiment pas vu d'idées au niveau offensif. Mais en tout cas, c'était un match très, très, très bien géré. Dès qu'on a marqué le penalty avec David, qui a été froid comme toujours, et il a su gérer tout ce qui peut être la tension de tirer un penalty comme ça dans un derby avec le stade plein. Ben, on a suggéré pendant le deuxième mi-temps, c'est vrai que Lens, ouais, avec des frappes de très très loin, il a essayé de faire peur au LOSC. Et voilà. Donc, bien au niveau de la possession et de la gestion du match, mal au niveau, je pense, des idées offensives parce que c'est un match où on fait quelque chose moins par rapport au passé, je pense. Christophe C. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu es d'accord avec tes petits camarades de jeu ou est-ce que finalement il y a eu beaucoup d'émotions, ce qui fait que notamment ça expliquerait la poussée subite de ta moustache? Non, mais après un week-end entièrement dédié à ce match, je ne peux que être satisfait ce soir, ne pas bouder mon plaisir d'avoir gagné un derby, même 1-0, en ayant raté des choses, mais c'est pas grave, j'ai pris un pied pas possible. La journée d'hier, elle s'est passée, je dois vous avouer que j'étais vraiment cramé de chez cramé. À midi, j'en pouvais plus. À 5 heures, enfin 17 heures, c'était foutu pour moi. J'étais sur les rotules, mais j'ai pris un plaisir de voir ces gens qui venaient. J'ai mis mon écharpe au bureau. J'ai pas mis le maillot, je pouvais pas trop, mais voilà, j'avais l'écharpe du derby derrière moi et je voyais le sourire des gens en me voyant et ça m'a fait plaisir. J'ai pris un pied pendant ce match, un vrai derby, un match d'hommes des deux côtés. Mais une chose essentielle, on l'a gagné, profitons-en. On a quelques mois devant nous, on peut faire les kékés, on peut voilà, la ramener. On a battu Lens, on est content, c'est notre match gagné. On a gagné, c'est vrai, on n'a pas été fantastique, mais c'est pas grave. Celui-là, on peut le faire comme ça. On peut le faire à l'ancienne, des bons petits taquets, des petits contacts, et voilà. Et à la fin, on gagne 1-0 et c'est l'essentiel. C'est tout ce que je retiens aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, certaines qui vont même introduire la suite des débats qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, on a j'essaie de retrouver, il y a tellement de réactions que c'est compliqué. Alors, Laurent qui demande une question pour Georges. Où tu as mis les clés de bagnole? Il doit avoir un sens caché pour ça, mais je te laisse le message. Et d'ailleurs, tu n'es pas obligé d'y répondre en direct. Hein, je ne voudrais surtout pas qu'il arrive des problèmes avec ta voiture. Thierry, une pensée pour la présence de D'Amico dimanche. Oui, Fernando D'Amico qui était présent effectivement au stade au Convoi dimanche. Il est là toute la semaine pour la promotion de son livre. Moi, j'étais personnellement avec lui encore hier soir. On était chez nos amis de BFM Grand Lille. On a passé notre week-end quasiment ensemble avec Fernando. Donc, on salue Fernando. Et je vous annonce, la semaine prochaine, on fera un petit concours, c'est le retour des petits concours, et on vous fera gagner un livre dédicacé par Fernando D'Amico, donc son tome 2 qui est en train de sortir maintenant. Donc j'en ai récupéré quelques-uns et je vous en ferai bénéficier la semaine prochaine. Donc soyez présents, il y aura un concours comme d'habitude très difficile et le premier qui répondra pourra gagner le livre de Fernando.
Zitoun, pas un beau match, mais un vrai derby, match d'hommes. On a Zitoun, Fonseca a revu son milieu, plus de densité avec Gomez, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. On a Leif qui nous dit une première mi-temps au fond de thé, failli nous coûter le derby, Chevalier nous sauve, une deuxième mi-temps à sens unique où on doit tuer le match, la seule véritable occasion de lance, Chevalier qui claque la frappe Lulu, notre match référence de la saison, donc on introduit à la fois la deuxième partie de la première et la deuxième partie de l'émission avec le match de Strasbourg. Si Wea la met au fond pour Geoffrey à la fin du match, on pourrait presque dire que la partition est parfaite, c'est vrai qu'avec un 2-0, on aurait peut-être plus ce recul sur l'efficacité offensive. Donc, des bons soirs de Baptiste, d'Olivier. Pour Zitoun, le pénalty loupé par Lens est un tournant. Ce match va lancer notre saison pour Geoffrey, sans ça que c'est un match référence. Et souhaitons que les Dogs vont faire une série. Donc voilà, beaucoup de réactions qui sont prospectives, qui sont satisfaits de ce derby, mais qui continuent à regarder un petit peu plus loin, à savoir qu'est-ce qui va se passer tout de suite. Alors, avant d'aller aborder ce proche avenir, je vous propose de refaire un nouveau tour de table avec le traditionnel top et flop, à la fois à Lille et éventuellement quels sont aussi les joueurs à Lens qui vous ont marqué dans un sens ou dans l'autre. Qui veut commencer ? Allez, je veux bien. Allez, Christophe C qui garde la parole. Allez, alors, côté Lillois, Jean, j'en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que beaucoup vont citer Chevalier, vont citer Eden Ounas. Sur ce match, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de André Gomes. Il a fait, je crois, alors c'est peut-être un de ses premiers matchs où il est vraiment au niveau. Il est arrivé quand même récemment, à la fin du mercato. Et j'aimerais qu'il garde cette constance parce qu'il a fait un match complet, un vrai match de derby. C'est un superbe joueur. J'ai pris du plaisir à le voir. Vraiment, c'était le complément parfait de Benjamin André, de Angel Gomez, de la technique. Quand il faut mettre un petit taquet, je sais pas si vous avez en tête le coup de coude sur Diallo. Juste derrière, il n'est pas soupçonné, ce coup de coude. Il n'y a pas de carton, il n'y a même pas faute. Derrière, il va mettre 2 taquets sur Fofana. À l'ancienne, tac, il sait que l'arbitre va rien faire, je pense, moi j'interprète comme ça, parce que juste avant, il s'est un petit peu viandé, notre ami, là, l'arbitre Le Tessier. Ça peut-être sa seule erreur du match. Voilà, et du jeu technique, des petits déplacements courts, toujours de la solution, il apporte quelque chose, des petits jeux en triangle, un peu, voilà, du vrai football. Alors, il n'est pas vif, il va pas prendre le ballon et traverser tout le terrain en dribblant 12 joueurs, mais quel apport, franchement. Il nous a vraiment tenu un petit peu le milieu de terrain avec Benjamin André et Angel Gomez. Ça a été, je pense, une des bases de notre victoire samedi. Et en flop, est-ce qu'il y a un joueur que tu voudrais… Non, alors de notre côté, non, mais j'en ai de l'autre côté. Si tu veux, je peux les faire tout de suite. Vas-y, c'est vrai, c'est le moment. Alors, un flop, il y en a 2 pour moi à Lens. Sotoka, c'est ça, hein, j'écorce pas son nom parce que j'ai tendance toujours à inverser les syllabes dedans. Il fait pas que rater le penalty. Et, à la 10e minute, il tape à côté du ballon, il est dans nos 6 mètres. Je vais pas dire que le but était tout fait, mais c'était quasiment ça. Juste après, il enchaîne avec le penalty. Et ce garçon, il s'en est jamais remis. Il est sorti, je crois, à la 70e ou un truc comme ça. Le pauvre, je pense qu'il va mettre 2-3 matchs. Et un top, par contre, côté lensois, c'est la rentrée du Polonais qui nous a permis de finir le match à 11 contre 10. Je sais pas où il est, je sais pas d'où il vient, mais je pense qu'il va rester longtemps sur le banc de touche, le pauvre. Donc ça a été plutôt bien pour nous. Et après, ben, la belle rentrée. Je ne sais plus qui pendant le match m'avait dit attention, c'est plutôt un bon joueur. Je crois que c'est Baptiste qui est pas avec nous ce soir, qui me disait attention, il faut faire attention. Il est très très bon ce Claude Maurice qui met la belle frappe, mais voilà, il est peut-être rentré un petit peu tard, malheureusement pour eux. Et tant mieux pour nous. Ok. Après, Lorenzo, est-ce que tu veux nous faire part de tes tops et tes flops? J'ai vu que tu avais réagi sur André Gomez. Ouais, ben, en fait, je suis vraiment d'accord 100% avec Christophe. Ben, j'avais pensé la même chose. Ben, et à un moment donné, je me suis dit si vraiment c'était aller le chercher au tout dernier moment ou si Fonseca, et quand même en étant portugais, il avait un point enregistré qui pouvait être quelqu'un qui pouvait être utile pour l'équipe. Et il a fait un match de ce qu'on s'attend par un mec comme André Gomez qui a joué au Barça, qui a joué à Everton avec de l'expérience. Ça changerait le timing et tout ça. Donc, je suis d'accord 100%. En tout cas, je vais mettre dans mes tops Jonathan David parce que faut quand même
transformer le penalty et c'est pas si facile. On a vu Sotoka, je pense qu'il a souffert ça, Sotoka, un peu la tension du derby. Et il venait de faire un début de Ligue 1 vraiment incroyable, mais après, je pense qu'il l'a senti beaucoup ce derby-là. Donc voilà, je mets Jonathan David dans les tops et je mets un top un peu comme ça, d'espoir de ce que peut être la saison sur Baleba, parce que franchement, c'était pas facile de rentrer dans un derby. Je l'ai trouvé quand même bien placé, sauf dans des instants où Diallo il appelait pour lui dire Carlos, regarde bien derrière, tout ça, etc. Mais je pense que franchement, avec lui et Yoro, il y a quand même deux jeunes du centre de formation du LOSC que, bon, il y a du futur. Il y a du futur. Donc voilà, c'est mes deux tops. Dans les flops, je mets, pour moi, Bamba, je m'attendais quelque chose en plus. Voilà, peut-être on a été habitué par des matchs bien meilleurs que ça, soit en championnat, soit en Ligue des Champions. Et je mets quand même Fonté parce que à un moment donné, le penalty pouvait coûter cher et il continue à avoir des difficultés dès que le ballon il part sur ses épaules et il n'arrive pas à courir derrière. On le savait, mais on continue à noter en fait qu'il y a de la difficulté pour lui à jouer comme ça. Je pense que ça sera comme ça tout au long de la saison. Et à un moment donné, il arrive quand même à sauver des ballons très importants parce qu'il a de l'expérience et il sait comment bouger. Mais des fois, avec de la fraîcheur, comme par exemple celle-là de Machado à Lens, bah, il a eu quand même des difficultés. Donc voilà, c'est mes deux flops. Par rapport à Lens, dans les tops, je mettrai Machado, comme je disais, parce que je pense que premières 20 minutes, il a vraiment mis en difficulté de ce côté-là, même Diakité, il a souffert un peu. Et dans les flops, Facundo Medina, parce que par exemple en Argentine, il parle de lui comme un mec qui peut aller jouer avec la sélection, avec Messi la Coupe du Monde. Et je trouve qu'il a totalement raté son derby quand même. Je m'attendais beaucoup plus. Il a mis de l'intensité, mais beaucoup de fois, il a fait des interventions, je dirais, vides, quoi, dans le sens que il prenait l'adversaire et pas le bon. Donc, j'ai pas aimé ce match. Alors, attention, d'abord un avertissement. Hein. Quand on dit du mal de Jonathan Bamba, j'étais hier soir avec son meilleur avocat, Fernando D'Amico. Donc, je sais qu'il nous écoute de temps en temps. Non, mais donc, je ne critique pas la constance et le fait que lui, il est toujours à 100%. Mais au niveau offensif, je m'attendais à quelque chose de plus. Je dis, je continue à répéter, peut-être on est mal habitué parce que souvent, ils sortent des gros matchs, surtout l'année dernière en Ligue des Champions. Mais voilà, je m'attendais juste quelque chose en plus. Alors, Christophe D, est-ce que tu veux prendre la suite? Est-ce que tu rejoins Lorenzo en ce sens où Carlos Baleba, pour son entrée tonitruante, mériterait un big bisou? Ouais, bah ça, ouais, il faut trouver une Rosalie aussi. Non, franchement, Carlos Baleba, il fait une super entrée. Mais pour en revenir à Bamba et même Mounas, hein, au début de match, la prise à deux des Lensois sur les côtés, ça les empêchait de jouer. Donc là-dessus, c'était pas facile du tout. Et c'était un peu ma crainte que j'avais dit. Hein, on était en 4-2-3-1. Eux, ils sont toujours dans leur formule en 5-2-3. Enfin, voilà, ils sont toujours à 5 avec deux mecs sur les côtés, quoi. Et ce qui fait que ben, on a eu du mal à attaquer sur les côtés. Et la grande intelligence de Fonseca en deuxième mi-temps, c'est de faire récupérer le ballon super haut et foutre un pressing super haut au Lensois pour les empêcher justement de lancer leur attaque. Et là, on était beaucoup plus dangereux, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé Fonseca. Moi, j'ai un gros. Parce que Fonseca, il a eu un grand tournant là, entre Lorient et le Derby. Il a dit je parle trop. Maintenant, il faut jouer efficace et être plus rugueux. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà, on parlait moins, Junko Bonito, machin, tout ça, au s'en branle. Ce qu'on veut, c'est gagner des matchs et avec nos armes. Et si nos armes, c'est de jouer un peu plus dur au milieu de terrain, ben c'est nos armes, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Et, en fait, Jogo Bonito, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est Punto Bonito, mais avec des corones. Voilà, des colonnes. Et le fait d'avoir mis André Gomes et André au milieu de terrain, ça a vraiment facilité le travail de notre charnière. Elle était beaucoup, beaucoup moins soumise aux attaques adverses, même si quand ils arrivaient à prendre les côtés, on était dangereux. Après on a réussi à résoudre ce problème-là, ça a été. Et donc, les plus, les tops, André Gomes, comme tout le monde, parce qu'il était vraiment éclatant sur le terrain. Moi, j'ai un gros plus à Diallo, qu'on a beaucoup blâmé, mais il a eu un début de match compliqué. Mais a priori, que le coup de coude, ça l'a réveillé. Et après, derrière, il a été extraordinaire. Il joue mieux qu'un bandeau, finalement. C'est peut-être une idée pour les prochains matchs. Hein. On a peut-être trouvé. Et puis, un gros top à Chevalier, parce que
Je pense à ce mec-là qui a 20 ans, il va avoir 21 ans bientôt, là, qui jouait son premier derby pro, qui a perdu le derby avec la réserve 3-2 en début de saison. Le mec, il doit avoir plein de choses dans sa tête. Maignan qui l'a appelé avant, qui l'a dit après. Donc, c'est quand même impressionnant d'avoir un gardien de 20 ans avec une telle maturité. Et puis cet arrêt à la fin, on dit tir de loin, mais le tir de loin, est-ce que Jardim l'arrête? Moi, j'ai la réponse. Hein. Donc, je pense que voilà, rien que pour ça, c'est énorme. Et qu'il reste au LOSC toute sa carrière, moi, je suis pour. Voilà. Et puis, voilà, je veux quand même souligner, parce que ça paraît évident de dire que Chevalier était le meilleur, mais je veux quand même souligner que c'est quand même un super gardien. Puis tout le monde en était persuadé, personne ne l'avait cité pour l'instant. Donc, ouais, pour ça. Alors, tu as repéré les joueurs? Bah, à Lens, Machado, je sais pas quoi, l'attaquant qui nous a fait beaucoup de mal au départ. D'ailleurs, Diakité, il a pris la tasse pendant 30 minutes. Hein, il était mal placé, Diakité, je trouve. Il a tendance à défendre Esther. C'est un peu con parce que le mec, à chaque fois, il passe à l'intérieur. Hein. Il s'en fout de partir à l'extérieur. Donc, Diakité, il faudrait que tu lui dises, bah, maintenant, essaie de le pousser vers l'aile, mais défends pas l'extérieur, on s'en fout. L'aile, il peut y aller. Donc, Diakité est un peu en dessous, et là, tu as Machado, ça s'appelle comme ça, je crois. Il était pas mauvais. Et après, bah, le mec qui met le coup de coude, là, comment il s'appelle? Damso, ça? C'est un nom de rappeur? Damso. C'est l'Autrichien. Oui, c'est ça, Damso. Damso, il est quand même fort. Et même s'il fait faute là-dessus, il est quand même costaud derrière, et c'est quand même du sérieux. Quoi. Georges, je te vois pressé de réagir. Oui. Quelle est ta sélection? Alors, la sélection, elle ne va pas être originale. Hein, donc, j'avais cité donc, André Gomes dès le début parce que vraiment, l'importance qu'il a pris sur ce match-là, qu'on y reviendra après. Évidemment, Chevalier, ce que je voulais dire à propos de Chevalier, vrai, comme Christophe disait, hein, est-ce que Jardim l'aura encaissé? J'ai envie de dire, est-ce que Jardim va encaisser un tir cadré? La réponse est dans la question. Mais grosso modo, ce qui est important pour Chevalier, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que jusqu'ici, il avait fait 3 matchs, il avait fait des bonnes prestations, mais jusqu'ici, il n'avait pas eu l'occasion d'être déterminant. C'est-à-dire qu'il fait un très bon match à Marseille, il retarde l'échéance, mais au bout du compte, on perd quand même, malgré un très bon Chevalier. Contre Toulouse, il est pas mal du tout, mais je ne pense pas que ce soit sa prestation qui change le cours du match. Et à Lorient, il y a un premier but un peu sur lequel il y a peut-être une part de responsabilité, mais match où il n'est pas mauvais non plus. Mais là, le derby, c'est le match où clairement, je pense qu'on lui doit au moins 1,5 point sur les 3. Quoi. Donc, c'est ce match référent, c'est aussi l'empreinte, moi je pense historiquement à d'autres grands gardiens de but qui ont marqué le LOSC. Il y a toujours eu ce match un petit peu fondateur et j'espère qu'on l'a eu là. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense vraiment qu'il est devenu ce titulaire à part entière. Donc, ce match, il est super important pour Chevalier. C'est pas un petit top, c'est pas un top anodin, c'est l'homme du match et se reconnaît aux yeux de tous. Après, donc, tu as ajouté Diallo, évidemment. On ne va pas lui péter une arcade sourcilière à chaque match, mais il faudra peut-être y songer un petit peu. Et puis, comme une évidence quand même, on ne l'a pas cité ici, mais la deuxième mi-temps d'Adamounas, c'est juste, il est stratosphérique. Il a fait la misère, mais des passages en revue de la défense. Je pense que les mecs, ils ont dû voir passer un mirage rouge pendant 45 minutes. Il a été cauchemardesque pour notamment le mec qu'il avait au marquage. Je pense qu'il a fini sous Prozac. Quoi. Donc, un grand Adamounas. Et côté Lensois, moi, il y en a un pour un. Autant on a vanté Chevalier, j'ai trouvé que Samba était sans doute l'homme le plus fort à Lens, le gardien de but. Parce que, pas oublier, il fait quand même... il y a justement une intervention sur un raid d'Adamounas où il gagne un très beau duel et son double arrêt, sa sortie très opportune sur Jonathan David et derrière il se reprend pour arrêter le tir. Donc pour moi,
Ça a été le match d'un gardien. Les deux meilleurs ont été clairement les deux gardiens de but. En plus, superbe relance aussi. Hein. Samba, je crois vraiment, ils ont un cadeau. Par contre, côté flop à Lens, on ne le remerciera jamais assez, mais Aïdara, qui, à mon avis, est un garçon qui a la lumière à tous les étages. Mais 2 minutes avant, il est en embrouille avec Gomez, alors que le jeune Angel Gomez a l'intelligence de ne pas entrer dans le truc. Lui est prêt à s'embrouiller. Et 5 minutes plus tard, il fait cette faute, mais d'une connerie monumentale, quoi. Vraiment, je pense qu'un derby, ça se gagne au vice et à l'intelligence. Pour Lens, ça se perd aussi à la bêtise, quoi. Surtout que la reprise de Diallo derrière était pas formidable. Non, mais je crois que ça se joue là-dessus. Et je voulais faire une petite aparté pour l'arbitre aussi, le Texier. Moi, je n'ai pas trouvé si excellent que ça parce que, outre ce fameux coup de coude qui valait normalement un penalty, il y a aussi justement sur le dit Machado, je crois que c'est Machado, je ne sais plus, un carton jaune-orangé sur son tacle au niveau du genou. D'ailleurs, il reprend un jaune juste derrière. Donc, je pense qu'en même temps, c'est compliqué que le garçon finisse le match. Et finalement, le penalty en soi, est-ce qu'il est si évident que ça? Le mec amorce sa chute avant même d'avoir été touché par Fonte. Je ne vais pas m'en plaindre parce que finalement, si l'erreur d'arbitrage est là, c'est elle qui a changé le cours du match et en notre faveur. Mais je trouve qu'au niveau arbitrage, les Lensois n'ont pas été vraiment défavorisés sur la partie, quoi. Alors moi, je voulais revenir sur Brice Samba, qui effectivement fait plusieurs arrêts déterminants. Et je voulais revenir aussi sur le penalty, parce que on a 2 penaltys qui sont tout à fait différents à la fois dans le tir et dans la gestion par le gardien. Sur le premier, Sotoka, il fait une espèce de gratte, c'est tiré mais vraiment d'une façon très faible techniquement. Et Chevalier avoue après le match qu'il avait étudié, qu'il savait qu'il tirait toujours en croisé ses pénaltys. Et donc, finalement, il a plongé du bon côté et il l'a arrêté. Alors que de l'autre côté, on avait Brice Samba qui, comment dire, a fait beaucoup d'intox finalement avant que Jonathan David puisse tirer son penalty, même jusqu'à la dernière seconde, il bouge le bras, tout ça, et on a un David qui est froid comme une machine, qui est précis comme un chirurgien, entre guillemets, et qui nous place une balle puissante au ras du poteau qui est absolument inarrêtable, alors que Brice Samba était parti du bon côté, était pas loin effectivement de l'arrêter. Donc c'est vraiment, ça illustre bien la qualité du gardien et ça illustre également la qualité du tir de Jonathan David par rapport au penalty précédent qui vaut autant par la faiblesse indigente de Sotoka sur le tir et par le sang-froid de Chevalier sur l'arrêt. Alors, on a Baptiste qui est en train d'arriver. Je ne sais pas s'il est dispo, mais en attendant qu'il soit là, je vais vous donner quelques commentaires. Voilà. Je suis là. Monsieur Big Data qui nous rejoint. Donc, qui nous rejoint. Avant de te passer la parole pour tes tops et tes flops, je vais vous donner quelques tops et flops sur les réseaux sociaux qui sont très, très actifs. Olivier en top, Chevalier, Ounas, André Gomez et Fonseca. Personne en flop. On a Geoffrey en top, Chevalier, Ounas. Leif en top, tous. Top Lance, Fofana. Flop Lille, Martin. Top Lance flop, Sotoka et le Polonais qui rentre en deuxième, je ne sais plus son nom. Buxa, tout à fait. Buxa. Donc, effectivement, alors, il n'est pas le seul d'ailleurs à être rentré à faire une rentrée indigente. Il y a également un autre attaquant, je crois, qui s'appelle Ismaël Bourreau, si je ne dis pas de bêtises. Bourra. Il n'a pas été exceptionnel non plus. Hein. Donc, c'est vrai que le banc n'a vraiment pas arrangé les affaires de Lens dimanche, mais on ne s'en plaint pas. Donc, Live qui voudrait mettre en avant aussi nos 2 jeunes Chevalier et Baléba. Julien Baléba était incroyable. Ensuite, on a flop pour Geoffrey, notre performance défensive du début de match. C'était panique à bord. Et Ismaël et Diakité étaient débordés. Fonte Diallo était esselé. Julien Ounas a montré ses qualités de courage et d'abnégation qui s'ajoutent à ses qualités techniques naturelles. Un gros top. Il a aussi beaucoup aimé Diallo dimanche. Ensuite, on a Julien qui continue dans sa lancée, qui trouvait que Cabot avait du mordant en première mi-temps. Donc, on reconnaît bien son analyse fine et précise. Gros flop à Lille avec Jonas Martin, fantomatique, qui aurait pu nous coûter au moins un but.
Je ne suis pas complètement d'accord. Je trouve qu'il n'a pas fait une rentrée aussi indigente que ça. Enfin, en tout cas, Ah, moi non plus, hein. vu du terrain, je crois qu'il a pas joué beaucoup, mais il a eu quelques interventions. Il était en tout cas Il a plus dans joué le 5 jeu. minutes, je pense, Jonas Martin. Ouais, mais il était plus dans le jeu que dans les 5 autres minutes qu'il a pu jouer dans d'autres matchs, entre guillemets. Il Ah a fait ouais, d'autres ah entrées. oui. Là, Ah ouais. il est rentré dans le derby, à mon sens. Enfin, bref. Ensuite, on a Samba donc, avait demandé à David de lui mettre côté gauche. C'est un peu le petit geste qu'il a fait en dernière minute. Et puis, David, il a obéi. Serviable. Il l'a mis à gauche, hein, le service. Hein, et après tout, il n'y a pas de raison. Top pour Anthony Chevalier-Ounas. C'est Bourra, c'est pas Bourac pour Geoffrey, on avait remarqué. C'est vrai que la différence, elle est saignante. Hein. Eléor qui nous dit top Ounas et Chevalier. Anthony Diallo, quand il voit au moins, il est meilleur. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut lui mettre un bandeau à chaque match. Et enfin, Thierry, l'équipe et les supporters du LOSC en top. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du public, mais on en parlera peut-être après. On reviendra sur l'ambiance, on fera un tour de table sur l'ambiance et le contexte du derby. Baptiste, on va te laisser la parole. Quels sont tes tops et tes flops sur ce derby? Est-ce que tu as des joueurs que tu souhaiterais mettre en avant ou mettre un peu moins en lumière? On ne t'entend pas. Avec le micro, ça va mieux. Hop. Déjà, il faudrait mettre en lumière ton micro, Baptiste. C'est vrai, c'est vrai. Non, bah bonsoir à tous. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur le fait de Chevalier, parce que forcément, ça a été l'homme du match, sur Adam Mounas qui a été exceptionnel, sur la performance aussi de Carlos Baleba. Je vais tenter de mettre la lumière sur sur André Gomes, alors la paire André Gomes, c'est pas mal, mais l'assemblage des deux, qui est André Gomes, a vraiment été bon. J'en voyais sur Twitter qui étaient presque fans de lui, d'autres qui étaient beaucoup plus réticents. Moi, honnêtement, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon. Il a fait vraiment un bon match. Et c'est ce genre de joueur dont on a besoin. Alors, forcément, il y a Benjamin André, mais c'est un joueur d'expérience. Mais d'expérience plus, un joueur voilà, qui a l'habitude des derbys, des gros matchs et qui a été très bon. En top, j'ai placé aussi un joueur que j'adore, c'est Bafodé Diakité. Alors, je ne vais pas parler des images à la fin du match avec Lucas Chevalier, mais c'est un joueur qui monte en puissance, un joueur qui était formé en tant que défenseur central et maintenant en latéral fait vraiment son match et il a vraiment été bon. Après, en flop, je vais peut-être parler de la défense centrale qui a été un petit peu pas très très bonne au départ, mais voilà, José Fonte, voilà, c'est plus le même José Fonte qu'avant. C'est dommage que c'est toujours un super mec, mais c'est vrai il a quand même du mal. Et après, au niveau Lensois, Brice Samba en top. Et puis, là, j'arrive à parler un gros top sur Florian Sotoka. Vraiment, un gros top sur lui. Un gros top auquel on souscrit tous, bien évidemment. Je vous propose un nouveau tour de table. Quel est pour vous le tournant de ce match? On va citer le penalty manqué par Lens, le penalty marqué par Lille, ou peut-être un événement moins factuel qui est peut-être un moment où le LOSC a mis un peu le pied sur, j'allais dire, sur les jambes adverses, en tout cas a musclé son jeu et a forcé finalement Lens à reculer. Quel est le moment le plus important pour vous? Baptiste, bon, tu avais la parole, je vais te la laisser. Je vais laisser mes collègues parler peut-être la première, mais moi, je pense qu'il y a un vrai tournant dans ce match. C'est quand on gagne 1-0 et que Alexis Claude Maurice prend le ballon et que Lucas Chevalier détourne ce ballon. Voilà, je voulais dire ça. Ça faisait tellement longtemps déjà qu'on n'ait pas vu un gardien qui laissait un arrêt main opposée en lucarne. Je pense qu'il y en a 2-3 qui ont encore, j'arrive à parler de cette envie, mais il est vraiment incroyable cet arrêt. C'est le tournant du match. À partir de ce moment-là, on a compris qu'on était invincible. À partir de ce moment-là, on a compris qu'on n'allait pas se prendre de but et qu'on allait gagner 1-0. Donc pour moi, c'est vraiment le tournant de ce match. Il a, je pense, dégoûté que ce soit les supporters lensois et les joueurs lensois. Lorenzo, est-ce que tu es d'accord Oui, avec cette analyse? Je suis totalement d'accord parce qu'en plus, c'était un moment du match. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'était. Il manquait quelque chose comme 20 minutes, 15 minutes. À peu près, je crois à la 65e minute à peu près. C'est le moment où si tu égalises le match, tu risques de le gagner. Voilà. Et donc, dès que le gardien te sort une arrêt comme ça, même au niveau mental, les adversaires ils commencent à se dire ouais, mais aujourd'hui, on ne va pas marquer, c'est impossible. Donc, voilà, je dirais c'est plus dans le mental. Après l'intervention, je n'ai pas trouvé une photo encore, mais si vous l'avez
à notre définition, envoyez-la parce que franchement, c'est pour faire un poster. C'est vraiment très beau à voir, très beau à voir. Il en avait sorti déjà une, c'était à Marseille, si je ne me trompe pas, Ouais, contre l'OM. Complètement à Et l'horizontale à Marseille, d'ailleurs. Elle était Ouais. donc, complètement à l'horizontale. voilà, il commence à s'amuser bien. Je ne le trouve pas en difficulté. Et pour continuer ce que disait Christophe, bah, il a fait son premier derby parfait. Il faut quand même parler d'un mec qui a fait son premier match contre l'OM en Ligue 1, donc au Vélodrome. Donc, voilà. Non, non, mais je suis d'accord, c'est le tournant du match, selon moi. Georges, est-ce que tu as un autre tournant du match selon toi? Bah, à chaud, à la fin du match, évidemment, un peu comme d'autres, j'étais sur le pénalty raté par Sotoka. C'est un des tournants du match, mais c'est pas le tournant essentiel. Pour preuve, après le pénalty, on a continué à être en difficulté. Ça n'a pas forcément galvanisé l'équipe, puisque Lens a dominé 35 minutes. Le pénalty arrive au bout d'un quart d'heure. Donc derrière ça, on avait quand même encore un peu la tête dans le sac. Et justement, moi, c'est sur un fait beaucoup plus anecdotique, je pense. C'est plus un tournant symbolique, mais qui en dit long quand même. C'est qu'au début, on est bouffé comme on l'est en début de saison, et petit à petit, comme j'ai dit, on va amener du vice dans le jeu. Et pour moi, ce tournant, c'est ce moment que j'évoquais tout à l'heure entre Angel Gomez et Aïdara, où Gomez fait une faute, Aïdara s'énerve, vient pour lui rentrer dedans, et Gomez a l'intelligence de s'en aller, de sortir du truc. Et derrière, Aïdara est dans un pétage de plomb, ce qui fait qu'il y a le pénalty qui arrive quasiment dans la continuité. Et c'est à partir de là qu'il y a une équipe qui a joué vraiment avec du nerf et du sang-froid et l'autre qui a lâché prise, quoi. Donc peut-être que, je ne sais pas si c'est le tournant réel sportivement, mais symboliquement, je pense que c'est le moment où ça bascule un peu. C'est-à-dire que c'est là qu'on prend le contrôle du match sur le côté, pas forcément le contrôle technique, même si on le reprend aussi, mais en tout cas où voilà, la réponse est apportée. Donc évidemment, l'arrêt de Chevalier, mais l'arrêt de Chevalier, il arrive quand même sur une séquence, c'est-à-dire le seul moment où Lens est dangereux, non pas sur une action construite, mais sur un tir qui arrive de nulle part. Évidemment qu'il faut sortir, mais je crois que c'était le seul moyen qu'avaient les Lensois de nous mettre en danger à ce moment-là du match, c'est-à-dire une frappe de très loin. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Alors, il y avait eu, pour être tout à fait précis, une montée, un début de chevauchée de Fofana Après, qui oui, aboutit mais effectivement sur une action, une occasion de but. Mais c'est vrai que c'est les deux faits de jeu positifs pour ouais. Lens en cette deuxième mi-temps. Alors, Christophe C., est-ce que pour toi aussi ce match, un peu comme l'Alpe d'Huez, c'est un match aux multiples virages, aux multiples tournants, ou est-ce que tu en as un que tu as retenu plus particulièrement? N'hésitez pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux à nous faire part de votre avis sur le sujet. Christophe. Alors, moi, j'ai revu le match hier soir, j'ai repris pas mal de notes, et j'ai décomposé, par exemple, la première mi-temps en 3 parties où on s'en sort plutôt bien jusqu'à la 10e, un bon quart d'heure, un gros quart d'heure lensois jusqu'à la demi-heure. Et je viens encore de vérifier, pour moi, la demi-heure, il y a une petite bascule qui se fait, et bizarrement, ça correspond à ce choc assez violent au-dessus de l'œil de notre ami Diallo. Et bizarrement, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu quelques taquets derrière et on a repris la main un petit peu sur le milieu de terrain et on a remis de l'intensité dans le jeu, on a récupéré le ballon et à partir de là, on les a bouffés, je crois. Et après, les choses s'enchaînent et on enchaîne sur un penalty, on le marque, nous. Et derrière, j'ai vraiment plus de crainte. Et pour moi, la 30e minute et ce petit choc bizarrement sur Diallo, ça nous a réveillé un petit peu. Alors, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Enfin voilà, ils ont repris le dessus en tout cas sur les Lensois à partir de cette 30e. Pour moi, la bascule se fait là sur ce petit choc, je vais pas dire anodin, et puis peut-être ce sentiment d'injustice où, sincèrement, j'ai revu la faute. On met n'importe quel autre arbitre que le Tessier au milieu de terrain, la même faute, il prend jaune le Lensois. Là, c'est dans la surface, il y a même pas faute. Pourtant, il y va avec le coude, il peut pas dire que ça l'aide. C'est pas un poulet non plus, notre ami là. Il lui met un beau taquet et il y a rien, monsieur l'arbitre. Je suis désolé là. Non, je peux pas adhérer à ça. Et je pense que si je n'y adhère pas, les joueurs lillois n'y ont pas adhéré non plus. Et ça a peut-être été un petit peu l'élément déclencheur, la 30e minute, le choc sur Diallo. Christophe D., pour terminer ce petit tour de table, quel est ton avis en fait sur ce tournant du match? Ce qu'on dit là, je suis assez d'accord. Ce que je disais au départ, c'est vraiment la demi-heure de jeu où
on arrive à reprendre le dessus. Et, et on arrive à prendre le dessus parce qu'on ne s'énerve pas. Parce que en soi, ils étaient très, très nerveux. Brice Samba, c'était un super gardien, mais qu'est-ce qu'il parle? Il parle beaucoup trop. Il était venu plusieurs fois, il est même jusqu'au milieu de terrain pour contester des fautes. Ça me fait plaisir, ça. Ça, c'est quand on voit ça, on se dit, on est en train de prendre le dessus sur eux et ils commencent à paniquer. Et ils sont tous énervés. Il n'y a pas que Aïdara, je sais pas quoi, là. Mais ils se sont tous énervés. Ils étaient tous très, très nerveux. Et ça, c'est parce qu'ils ont vu que, au milieu, déjà, on était plus présents, on a mis les taquets, on a pressé aussi en milieu les milieux en même temps que les attaquants. Et quand on a réussi à coordonner le tout, ça devenait intéressant. Avant, au départ du match, on était bloqué, on n'a pas réussi à le faire. Et après qu'on a réussi à le faire, je pense qu'on n'a plus vraiment de grand danger, à part cette frappe. Et la fois où on a laissé Fofana couvrir en deuxième mi-temps, là, avec ce double 1-2, où là, il ne pourrait même plus tirer au lieu de centrer, et qui aurait été dangereux. Mais sinon, le reste du temps, il ne fallait pas les laisser courir et il fallait jouer haut. Alors, il y a un autre derby que les Lillois ont remporté, c'est le derby du public. Alors, on a annoncé dans la semaine précédente le derby un envahissement de Pierre Mauroy, ou plutôt de la Decathlon Arena, pardon, par les Lensois, que ce soit dans le COP officiel ou disséminé à travers le stade. On avait évoqué les petites astuces que certains avaient utilisées pour récupérer des codes abonnés pour acheter des places. Et en fait, alors on a eu un très gros public. Alors on fera le tour et on évoquera notamment le show week-end qui a commencé à l'entraînement public à Luchat. On était plusieurs à y être samedi matin. Ensuite, le cortège organisé pour accueillir les joueurs au stade. Et puis surtout, cette ambiance magnifique à la Decathlon Arena qui m'a rappelé l'ambiance du match de Chelsea, hein, pour donner une référence qui est assez proche. Et finalement, un public sans et or qui a été mis en sourdine complètement. On ne les a pas entendus. Moi, j'ai peut-être entendu une fois faiblement le COP Lensois à un moment où les supporters lillois prenaient leur souffle ou étaient partis acheter une bière, je ne sais pas. Et on ne les a pas du tout entendus pendant le match, comme d'ailleurs on ne les entend plus du tout sur les réseaux sociaux, mais ça, ce n'est pas une surprise, hein. C'est la loi du genre. Alors, comment vous avez vécu cette ambiance? Christophe C, je sais que tu étais présent à la fois à l'entraînement. Alors, je ne sais pas si tu étais dans le cortège, mais en tout cas, tu étais au stade. Comment tu as vécu cette ambiance, cette mobilisation lilloise? Comment tu l'expliques? Comment on l'explique? Le derby, l'esprit régionaliste, un petit peu, voilà. Et pour moi, ça me suffit, hein. Il y a longtemps que j'avais pas dédié un week-end complet au foot. Ça reste un moment important, le derby. On a vécu un gros moment, on y était ensemble, hein. Baptiste était là également. On a vécu une matinée enfumée dans une tribune. C'était plutôt sympa. On a vu des choses plutôt sympas, des contacts avec les joueurs. Enfin voilà. On a passé un bon samedi matin et ça s'est tout de suite orienté vers le match le lendemain soir. On n'a fait que de me parler de cet événement toute la journée jusqu'au match. Alors moi, j'y suis arrivé très très tôt. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de monde autour du stade. Alors j'ai pas fait le cortège, mais voilà, j'ai eu l'occasion notamment de rencontrer des supporters et je pense au petit Léandre que j'ai rencontré dans le café. Je peux citer le nom, hein, Oh, tu peux dire la pause, hein, c'est à la pas… pause. Je suis arrivé très tôt à la pause, j'ai mangé là-bas et une famille visiblement sans maillot et sans écharpe m'a demandé si je pouvais accueillir à ma table un petit garçon, Léandre, très sympathique, il doit avoir 7 ans, un petit blond. Et quand je lui ai demandé s'il venait souvent au stade, il m'a dit que son papa, il pouvait pas le dire. Et quel était son joueur préféré, mon papa, il m'a dit je peux pas le dire. Donc j'ai passé un petit moment avec ce gamin et son papa et ça s'est très bien passé et c'est ça surtout. Donc on peut avoir l'esprit orienté pour son club, on peut supporter son club, mais surtout voilà, ça s'est fait dans une bonne ambiance, je crois en tout cas, à part quelques insultes comme d'habitude. Mais il n'y a pas eu de problème que ce soit avant le match. J'ai rien entendu après le match. On est parti assez tard, on n'a rien vu. Et voilà, l'esprit surtout qu'il faut retenir. Enfin, en tout cas que moi je retiens, c'est ça. Voilà, on a gagné un derby, on s'est chambré gentiment, mais voilà, c'était plutôt sympa. Alors, Eléor qui nous dit sur les réseaux sociaux, vu à la télé, l'ambiance du stade paraissait énorme, digne d'un meilleur public de France. Life qui était en DVE qui nous dit que l'ambiance était incroyable. Et Julien
qui nous précise qu'en honneur, ils entendaient quand même assez bien le COP Lensois avant le penalty. Donc, et il faut être sincère. On est sincère parce que nous, on n'était pas en honneur, on était en tribune DVE et on ne les a pas du tout entendus. Donc, Christophe, toi qui étais aussi en tribune DVE, comment tu as vécu ce match, cette ambiance? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu l'as apprécié? Ah, je m'attendais à ce que ce soit chaud, mais comme tu le disais, hein, il y a beaucoup de Lensois qui étaient dans le stade. Donc je me suis dit, est-ce que ça va. Déjà, j'avais peur des bagarres. Heureusement, je pense que le score nous a beaucoup aidé. J'imagine que si Lens marque un but, on n'a peut-être pas eu tout à fait la même ambiance, mais bon. Ouais, je craignais plus les corons que les bagarres, hein. Heureusement, on ne les a pas entendus non plus. Ouais, non, non, mais oui, moi, je craignais plus ces bagarres. Et non, franchement, je craignais ça. Et bon, le score nous a aidés. Et au moins, on n'a pas assisté à ça. Et après, l'ambiance a été folle parce que, comme disait Patrice, qui était avec nous en tribune, il disait c'est marrant, on insulte moins Lens quand ils sont là, quoi. C'est vrai, c'était bien. Il y a plus de chants lillois et c'est beaucoup mieux que d'insulter. L'insulter, ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, quand j'ai vu le grand tifo, il est beau le grand tifo. Pourquoi Marc fuck Lens? Moi, je suis contre ça. Enfin, bref, c'est mon avis. Et je pense que c'est mieux de chambrer gentiment, avec un peu d'ironie que de marquer fuck ou d'enculer, machin, n'importe quoi ça. Donc voilà, donc ça. Les champs, ils étaient plutôt lillois et c'est ça qui est important. Parce que de toute façon, on supporte notre équipe, hein, l'équipe d'en face. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle perde. Georges, vu à la télé, comment tu as Alors, ressenti cette ambiance? vu à la télé, je reprécise les clés de bagnole, je les avais utilisées pour aller au taf, malheureusement, ce qui m'a empêché d'être là. Mais l'ambiance, alors, très intéressante. D'abord, tu parlais des réseaux sociaux. Et moi, il y a quand même un message en soi qui m'a fait tiquer parce que c'est un témoignage en soi qui dit d'accord, l'ambiance comme ça, bah nous, c'est à chaque match et pas seulement sous le derby. Ce qui veut dire implicitement, quand on lit entre les lignes, qu'il a été impressionné par la grosse ambiance qu'il y avait, qui valait bien celle de Bollaert, hein. C'est le petit clin d'œil, donc je pense que même les Lensois ont dû admettre implicitement qu'il y avait une grosse ambiance. Elle s'est sentie à la télé. Alors, en effet, j'ai entendu un petit peu au début la Marseillaise lensoise. Je pense que le micro devait être pas mal orienté avant le démarrage du match. Donc, oh là là, si on les entend maintenant, est-ce qu'Amazon a foutu le micro là? Je ne sais pas. Et après, plus rien. Alors, en effet, on n'a pas entendu les corons. On ne le regrette pas, hein. On le regrette Non, pas. non, 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 non. Non, mais en ce moment, je veux dire, entre Pierre Bachelet et Renaud, je ne sais pas, la passion qui existe entre les Lensois et les chanteurs morts, c'est quelque chose, quoi. Mais en tout cas, je veux dire, il y a. Désolé, hein, je suis un fan de Renaud, mais voilà. Mais en tout cas, il y avait vraiment une ambiance marquée. Et surtout, et ça, Christophe l'a dit, je pense que j'avais été consterné par cette espèce de tifo, Lillois Merda. Et là, il n'y a pas eu cette espèce de provoque dans le grand tifo. C'était un grand tifo tout propre, tout, voilà, qui manifestement allait dans le sens de notre équipe. Et j'aimerais bien que les derbys se passent comme ça, qu'on ne se positionne pas par rapport à l'adversaire. Je dis encore, bon, pareil, certains en sont un peu frustrés suite au derby, on s'en fout, on est encore dans les Lillois, mais moi, je me fous de savoir si on est dans les Lensois. Ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus haut possible. À la limite, je préfère choisir en fin de saison de finir second, même si eux finissent premier, plutôt que finir 19e avec 20e, quoi. C'est-à-dire que cette espèce de comparaison, de tiraillement, qui, autant cette rivalité a pu m'emballer, me parler pendant un moment, là, elle me gonfle singulièrement parce qu'on a vu ce que c'est devenu lors du dernier match en championnat à Bollaert. Si c'est ça la rivalité aujourd'hui, quelque part, je n'ai pas envie d'y être. Et je suis très heureux de savoir que dans le stade, tout s'est bien passé, qu'il y a des gens qui sont venus assister à une fête, que c'est resté une fête et que, cerise sur le gâteau, la fête nous a souri à nous, quoi. Alors, Lorenzo, toi qui n'as un peu moins cette culture derby, finalement, qui a moins assisté à des derbys que nous. En fait, je note ça. Je trouve que ce soit même normal. En plus, moi, j'ai vécu à Lille pendant des années où il n'y avait pas de derby parce que là, c'était en Ligue 2. Donc, voilà, j'ai pas vraiment vécu. Je pense que l'unique derby, c'était la première année que je suis arrivé, c'était 2014, quand Lens était en train de descendre. Et en plus, je jouais au Stade des France, je pense. Bon, à part ça. Oui. À part ça, moi, je reste quand même avec une vision un peu journalistique parce que j'ai fait des années en écrivant des articles, donc je suis plutôt objectif. Donc, peut-être je ne suis pas dedans
du fait de chanter, danser ou tout ça, mais j'aime bien voir ce qu'on montre en fait, par exemple aux Italiens qui regardent le match parce qu'il était diffusé à la télé ici chez nous. Donc franchement, soit le match de Chelsea, soit ce derby-là, mais même celui-là de l'année dernière, je pense avec la décoration, c'était Lost Game, c'était je pense le derby de l'année dernière. Et franchement, et j'aime bien ça, j'aime bien ça. J'aime bien regarder que dans notre stade, ça ne se passe rien du tout, dans le sens que c'est un tifo vraiment, je ne sais pas si dire sportif, mais parce que c'est quand même un derby et j'imagine qu'il y a quand même des tensions. Mais j'aime bien regarder un spectacle comme ça. Si ça serait un derby violent chez nous, je serais le premier à ne vouloir pas, par exemple, venir à Mauroy pour regarder un derby. Mais franchement, et je suis très content de ça et très content de ce qu'on montre en fait. Parce que la dernière fois que j'étais au stade, c'était un match contre Séville de Ligue des Champions où j'avoue que je m'attendais quelque chose en plus, avoir plus de gens. Je ne sais pas pourquoi, c'était un mercredi, il n'y avait pas vraiment le stade plein et c'était un match en plus de Ligue des Champions, donc je ne comprenais pas. Mais je dois dire que j'étais beaucoup plus content dans d'autres matchs. C'était Chelsea, c'était Lens cette année. Donc, je suis content en fait. Bon, un peu de ce que je regarde, même si moi, je supporterai quand même le LOSC parce que voilà, c'est le club qui m'a touché le cœur dès que j'ai vécu à Lille. Mais je suis content de ce qu'en fait on montre aux autres. Et je me mets un peu dans la mentalité de quelqu'un qui regarde le match juste comme ça en disant bah ok, il y a un Lille-Lens, je vais le regarder. En plus, en Italie, il n'y avait pas un gros match. Donc voilà, il y a du monde qui a regardé ce match-là. Et je suis très content parce qu'il y a des gens qui me disent ah, quand même Lille, hein. J'ai des gens qui me commentent sur Instagram en me disant ah ouais, les supporters du LOSC, ah, c'est chaud, c'est bien, il y a du monde, etc. Parce que je sais pas, les Italiens ils pensent un peu que le football c'est à nous et que les autres ne supportent pas ou je sais pas quoi. Donc très content de ça. Même si j'avoue, tu as raison que peut-être j'ai pas trop la mentalité derby, mais c'est vrai que j'ai pas été habitué à vivre ça en ville. J'espère de le faire voilà, en futur. Là, tu seras le bienvenu au prochain derby, qu'il soit à Lens ou à Lille. Baptiste, c'était un de tes premiers derbys, toi aussi, ou quasiment. En tout cas, Le c'était ton deuxième. premier avec des fumigènes. Comment tu l'as géré, ce derby? Exactement, c'était mon deuxième derby. Le premier, bon, c'était pas très bien passé au vu du résultat de la saison passée, mais c'est vrai que oui, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, c'était un super week-end de football. On s'est retrouvés samedi, super cool. Honnêtement, l'événement était super sympa. Il y avait un vrai échange. Il y avait beaucoup d'ambiance dans ce domaine de Luchin. Moi, l'événement s'est terminé à midi et demi. Je suis reparti à 16h. J'ai attendu les joueurs. On a discuté. Voilà, Tu as fait la sieste dans les cabanes de Bielsa? exactement, j'ai fait une petite sieste. Non, mais voilà, on voyait que les joueurs étaient quand même impliqués. On leur disait bon courage pour demain. On voyait qu'il y en a certains qui étaient dans leur match et pratiquement 98% des joueurs se sont arrêtés et ça fait plaisir. Et j'avais vraiment l'impression que cette année, c'était un derby et les joueurs comprenaient ce que c'était le mot derby. J'avais l'impression que l'année dernière, c'était un match, voilà, derby, oui, bon, me fais pas chier, laisse-moi jouer. Et j'ai vraiment l'impression que cette année, ils ont vraiment compris ce que c'était. On en a vu au niveau des stories. Moi, j'ai vraiment l'impression que les joueurs comprenaient ce que c'était un derby et ça rejoint la politique d'Olivier Létang qui était on a recruté des joueurs, mais on a recruté aussi des hommes et des hommes, voilà, des mecs intelligents dans leur tête. Et pour ça, je les remercie. J'ai pas fait la procession, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, le rassemblement, parce que j'étais bloqué sur le pont. Là, les CRS ont décidé de bloquer le pont d'accès à Pierre-Mauroy pendant un instant. Donc, j'ai malheureusement pas pu y assister, mais au vu des images, ça devait être très beau. Et puis l'ambiance, j'étais encore avec Christophe en tribune active et c'était honnêtement impressionnant. Enfin, j'ai jamais vu ça. Je vais peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais je vais revenir par rapport au match de Chelsea où certes c'était une sacrée ambiance, mais j'ai préféré le match de Lens. Alors, peut-être parce qu'on gagne, mais parce que cette ambiance qu'il y avait eu pendant Chelsea pendant une demi-heure avec le but de Bourg, etc., et qui nous avait un peu éteint au niveau du but à la dernière seconde avant la mi-temps, bah là, on menait au score et pendant 90 minutes, on a chanté. Pendant 90 minutes, on a fait notre match. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que cette ambiance était presque supérieure à Chelsea. Je sais pas si mes collègues sont d'accord. Et je finirai sur dire que c'était un très bon derby, du bon chambrage. Il y a eu de l'originalité, franchement, des deux côtés. Et peut-être parce qu'on a gagné, mais j'ai trouvé que c'était un super derby cette année. Voilà, pas trop de violence. Donc, c'était vraiment un match, un week-end et la semaine qui arrive très sympathique. Pour conclure ce débrief du derby,
deux commentaires. Le premier de Julien qui nous dit finalement on peut féliciter la direction d'avoir prolongé et prolongé encore la possibilité donnée à des abonnés lillois d'acheter des places pour leurs copains. Il y avait peu de Lensois dans le stade et ça c'est un vrai succès. Et on a Trifred qui nous dit il faut espérer qu'il y ait le même encadrement dans les autres grosses affiches pour éviter les affrontements comme on peut connaître contre d'autres clubs comme Paris ou comme Marseille. Donc voilà, une leçon, en tout cas un derby qui a bien été géré sur le plan administratif et commercial et qui a été magnifiquement géré sur le plan émotionnel par les supporters et sur le plan sportif par le LOSC, ses dirigeants et ses joueurs. Il est 21h37, on a été extrêmement bavard sur ce derby. On l'évoquera encore un peu dans les commentaires de la deuxième partie, mais je vous propose de passer donc à cette deuxième partie. Le prochain match, vendredi, à Strasbourg, poursuivre sur la lancée. Un match entre Strasbourg, 14e, 8 points, une victoire, 5 nuls et 4 défaites, un goal average de -4, une victoire, mais une victoire lors de la dernière journée à Angers. Et le LOSC qui est 7e, donc 16 points, donc une place 2 fois meilleure et 2 fois plus de points avec 5 victoires, un nul et 4 défaites, un goal average à 0 avec 18 buts marqués et 18 buts encaissés. Comment vous voyez ce match? Est-ce que c'est un match qui risque d'être difficile parce qu'il intervient après le derby et il y a un risque de décompression? Ou au contraire, vous pensez que le derby, c'est un catalyseur, c'est un match référence sur lequel le LOSC pourra s'appuyer pour les prochaines journées? Je vais commencer par Christophe D. Je te vois en train de réfléchir. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet. Déjà, on va commencer, on va commencer nos matchs avec les suspendus. Parce que depuis le temps qu'on prend des cartons, on va commencer à le payer, hein. Donc là, il y a déjà deux suspensions et Angel Gomez est déjà quitté. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire tourner. Voilà. Contrairement à Baptiste, moi, Diakité ou Zedalka, je vois pas trop de différence. Donc je ne trouve pas Diakité terrible non plus de la droite. Donc je n'ai pas trop de crainte là-dessus. Angel Gomez, il faudrait que Cabella soit là. Et puis, et ma foi, on pourrait continuer sur notre lancée. Juste préciser qu'à Strasbourg, il y aura aussi des absents. Il y a Lebo Motiba qu'on connaît bien et qu'on aime bien à Lille. Moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un des joueurs à Lille qui était un des plus sympathiques. Donc, il est blessé. Il est revenu à l'entraînement aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il pourra jouer vendredi soir. Ajorc, qu'on avait évoqué à un moment au LOSC, il est blessé depuis le 11 septembre. Il a pris, je sais pas, il a peut-être pris une bombe dans ses deux tours, dans ses deux jambes, je ne sais pas. Je pensais qu'il avait joué à Angers. Non, pas du tout. Et Gamero qui a joué à Angers, mais qui a une douleur au psoas gauche. Ne me demandez pas ce que c'est. C'est certainement très grave. En tout cas, il est incertain pour vendredi. C'est-à-dire que nous, on a deux absents et eux, ils ont une attaque qui pourrait être décimée. Donc, ça peut être important dans votre analyse du match. Strasbourg, c'est leur problème depuis le début de saison. En fait, ils ont commencé la saison avec 7 blessés, je crois. Ouais. Et ils ont un peu de mal à se remettre. Bon, c'est un peu mieux pour eux. Alors moi, avec ma loi des séries, je suis content parce qu'ils l'ont cassé juste avant, donc on peut aller gagner chez eux. Ils ont aucune raison d'arrêter leur série contre nous. Non, mais après, Strasbourg, c'est le chaudron strasbourgeois, c'est un beau public aussi. Mais je pense que ça peut, sur la lancée sur laquelle on est, il faudrait absolument qu'on arrive à casser cette série de une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Et bon, ça va pas être facile, mais je pense qu'on va y arriver et que soit lancé, on va lancer, je voulais qu'on fasse ça et après Monaco, je crois, et ça serait vraiment super. Donc voilà. Donc j'espère qu'on va y arriver, mais ça va pas être simple. Surtout qu'on a des gros matchs après, jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde. Et à Angers, enfin il y a Monaco, ensuite Angers, je pense, il y a Lyon, il y a Rennes qui va arriver. Il y a vraiment des gros matchs qui attendent le LOSC et tous les points seront bons à prendre. Baptiste, est-ce que tu veux enchaîner sur ce sujet? Comment tu sens ce match avec les forces en présence? Écoute, ça va être un gros match face à Strasbourg qui a gagné son premier match. Alors face à Angers, bon, c'était pas non plus un match énorme. C'est vrai que la saison dernière, Strasbourg était vraiment, vraiment fort avec une vraie politique menée sur les centres, avec le dégageur qui récupérait franchement les ballons et un Gamero qui tournait autour
une vraie politique menée par Julien Stéphan. Et c'est vrai que cette année, on a l'impression voilà, que Julien Stéphan ne se fait plus entendre, que les joueurs sont pratiquement livrés à eux-mêmes et c'est compliqué. Donc, on a hâte de voir. Ils ont perdu quand même pas mal d'éléments au mercato. On a hâte de voir comment ça va se passer. Le problème, c'est forcément notre série d'un match victorieux, un match de défaite. Donc bon, on a gagné le derby, une victoire. J'espère qu'on va enlever cette série et qu'on ne va pas perdre contre Strasbourg. Ça serait vraiment très très important de gagner pour mettre la pression aux autres. Parce qu'on n'est pas loin pas loin du podium, on n'est pas loin des 5 premiers. Donc il faut vraiment mettre la pression et gagner l'entrée. Donc moi j'espère en tout cas, j'espère forcément une victoire du LOSC. Et j'espère qu'on va surtout continuer cette belle série qu'on a commencé, c'est-à-dire cette série de clean sheet, en espérant qu'elle dure dans le temps. Alors, on a Elor qui, sur le réseau social, nous précise que le psoas est un muscle qui maintient les vertèbres lombaires. Donc, on sent la professionnelle de la médecine. Hein. Donc, on la remercie pour cette précision. Alors, Strasbourg est une équipe qui est difficile à cerner. Hein. Cette année, elle paraît un peu 14e avec un début de saison qui est vraiment très, très compliqué. Hein. S'ils n'avaient pas gagné à Angers, ils avaient 5 points, ils étaient relégables. Alors que l'année dernière, ils ont terminé 6e donc en 2021 aux portes de l'Europe, donc à 3 points devant Lens, qui lui était plutôt resté sur le trottoir, et finalement à quelques points du LOSC, qui nous, on se trouvait vraiment à la rue par rapport aux deux autres. Comment vous analysez finalement cette saison terne de Strasbourg, et est-ce que vous pensez que l'effet Julien Stéphane s'est estompé, que la saison va être compliquée, ou est-ce qu'au contraire, c'est un club qui risque de revenir dans les prochaines journées? Christophe, tu le sens comment, Christophe C? Je le sens plutôt dur pour eux parce que, comme tu l'évoquais, c'est toujours compliqué pour cet entraîneur. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas comment il gère son groupe, mais ça s'est fini en autre boudin également à Rennes. Visiblement, le côté relationnel, c'est pas son fort. Je pense que certains en ont vite marre de ce garçon. Et voilà. Et après, c'est tout ce que je leur souhaite, hein, parce que ça nous réussira peut-être. Du coup, quand on regarde un petit peu le match de Strasbourg, effectivement, ils ont gagné avec un but contre son camp d'un joueur d'Angers. Ils ont été quasiment dominés dans tous les secteurs du jeu, bizarrement. Donc, c'est plutôt un soir de réussite pour eux, en espérant que ça dure pas. Et ce que je crains surtout, plus que le match, c'est l'ambiance un peu qu'il peut y avoir derrière cette équipe. Avec la Méno, c'est quand même une des plus belles ambiances du championnat. Tu en parlais tout à l'heure, je crois. Et voilà, ça risque d'être un bon match à enchaîner, comme tout à l'heure disait Christophe, je crois, ou Baptiste qui évoquait les séries. Effectivement, il faut la commencer, cette série. Et c'est important de le faire tout de suite, de garder un petit peu cette dynamique qu'on a pu avoir ce week-end. Et il faut vraiment enchaîner, c'est ça qui est important. Si c'est pour refaire un match en haut, un match en bas, on va encore nous dire qu'on a été fort contre un faible. Ça tombe bien, c'était Lens. Donc il faut enchaîner en étant fort contre un deuxième faible de ce championnat, en tout cas de ce début de championnat. Alors, Georges, est-ce que tu penses que ce match, ce sera l'occasion de confirmer finalement le résultat du derby, ou est-ce que tu crains que ce soit à la Méno une nouvelle pause pour le LOSC? Non, Je non, je suis prépare mon pas. titre de la semaine prochaine. Hein. Celle-là, là, tu l'as faite l'année dernière. Je Mais sais. non, non. Non, je m'interroge beaucoup parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient subi un exode de joueurs absolument conséquent. Ils ont un groupe qui doit ressembler à peu près à ce qu'ils avaient l'année dernière, si je me trompe pas. Et donc, par rapport à ça, oui, on peut se questionner sur un problème de mental. Je sais pas. Est-ce que c'est devenu une équipe lisible? Est-ce que Beaucoup de blessés aussi. beaucoup de blessures? Bon, en tout cas, je sais que contre Angers, il y a un CSC, il y a aussi un. Ah, Georges, on t'a perdu. Voilà. Alors, je vais passer. Alors, on l'a complètement perdu. Lorenzo, tu prends le relais. Comment tu vois ce match? Ces retrouvailles aussi entre Julien Stéphan et Olivier Létang, hein, son grand ami du football. Hein. Je rappelle qu'à Rennes, ils ont organisé une partie de Shifumi arbitrée par François-Henri Pinault, et que c'est visiblement Julien Stéphane qui avait gagné provisoirement et qui était resté au club. Comment tu sens ce match? Bah, déjà, je pense qu'on arrive
pas dans le bon moment pour affronter Strasbourg parce qu'ils viennent de gagner un match. Et bon, ils vont essayer de gagner leur premier match à la Méno. Un stade où, franchement, on a toujours galéré à gagner, sauf l'année du titre. Je me rappelle en 0-3, je pense, avec un super but de Selic, si je ne me trompe pas. Et un match catastrophique avec un carton rouge de Maignan, un truc comme ça, avec Bielsa. C'est un stade Oui. où, franchement, on a toujours eu du mal à gagner. Et même l'année dernière, on gagne avec le Gouv, mais franchement, c'était un match un peu les derniers 10 minutes. Je pense que c'était pas du foot. On avait l'impression que c'était du football américain, tant le ballon, il faisait comme ça. Et non, par rapport à ça, et je pense qu'eux, ils ont récupéré quand même des hommes qui étaient clés l'année dernière, comme Bellegarde, par exemple, c'est le moteur au milieu. Et je ne savais pas de la blessure de Gamero ni de Ajorc, donc déjà ils sont un peu diminués en attaque, même s'il y a Habib Diallo, que je pense l'année dernière, il a marqué beaucoup. L'année dernière, Strasbourg, il a Sovra, nous on dit super formé dans le sens qu'ils ont fait trop, je pense, ils en ont fait trop. Ils vont arriver au milieu du tableau cette année, je ne pense pas qu'ils vont risquer de descendre en Ligue 2, même si on ne sait jamais. Et par rapport à Julien Stéphane, je pense que même dans son coaching, au niveau mental, à un moment donné, les joueurs ils lâchent après la première année. C'est un peu ce qu'en Italie, il disait qui s'est passé avec Conte, par exemple, que je ne sais pas, c'était un peu trop. Voilà, il rentrait trop au niveau mental et à un moment donné, bah, le joueur il lâchait et il ne suivait plus son coach. Et nous, bah, voilà, par rapport au LOSC, soit on arrive un peu trop relax, je dirais, parce qu'on a gagné le derby, soit on est bien parce qu'on a gagné le derby. Donc, on pourra essayer à montrer quelque chose en plus, un visage peut-être un peu plus audace, un peu plus, je dirais, Fonseca, ce qu'on a vu avant le derby, donc du jus, de l'intention de faire un bon match. Même si à la Méno, je ne pense pas que ça sera un match comme ça, parce qu'avec Strasbourg, c'est toujours difficile d'essayer à avoir cette imposition du match. Donc voilà, c'est ça. C'est pas le meilleur moment, je pense, parce qu'eux, ils vont chercher à tout prix la première victoire à la Méno. Donc voilà, avant, ça aurait été un peu mieux peut-être. Olivier, sur les réseaux sociaux, nous dit c'est peut-être un bien pour un mal, une grosse ambiance pour la motivation, donc pourquoi pas. Et je voulais aussi vous donner une statistique que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure, mais finalement, un début de saison qui est très très pauvre de Strasbourg, alors que finalement, ils ont eu un calendrier assez favorable, hein. Ils ont rencontré un seul des 5 premiers, ils ont rencontré 4 des 5 derniers. Et donc, les 5 autres matchs sont sur le milieu de tableau. Donc, ils n'ont pas eu des adversaires extrêmement dangereux. Ils ont rencontré Monaco, ils ont perdu. Ils ont rencontré Rennes. Ils ont rencontré sinon Angers, Montpellier, Clermont, Brest, Nantes, Auxerre, Reims et Nice. Donc, un calendrier plutôt simple. Et malgré ça, des résultats très décevants. Alors, je vous propose peut-être de terminer cette émission avec le petit moment pronostic, hein. Donc, n'hésitez pas à réagir et à nous donner vos pronostics sur les réseaux sociaux. Georges est revenu. Tu voulais rajouter quelque chose avant de passer au pronostic? Ben, je ne sais pas où vous en étiez, j'ai eu un léger plantage d'ordi, donc non, oui, ben voilà, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que peut-être que ce derby est, à mes yeux, en tout cas, quelque chose de fondateur, quelque chose de pragmatique, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui est plus simplement une équipe d'artistes qui s'anime devant. Alors maintenant, j'aimerais bien quand même joindre l'utile à l'agréable, continuer à avoir ce jeu flamboyant qu'on a eu en début de saison, et en même temps avoir cette assise défensive avec un André ou un Baleba, parce que je pense que c'est aussi un des joueurs importants, et puis André Gomez. On commence à blinder derrière, voilà, j'espère qu'on va avoir du Voilà. jeu qui va se... Voilà. Donc finalement, après le Jogo Bonito qui s'opposait au Punto Bonito, peut-être que Fonseca, au moment du derby, a créé le Jugo Ponto Bonito. Et ce serait Ben une voilà. excellente nouvelle pour le LOSC et on espère qu'on va le voir se reproduire sur les prochaines journées. Donc, on va passer par vos pronostics. On a déjà Olivier qui nous dit 1-2 pour le LOSC. Quels sont vos pronostics? Baptiste, on va commencer par toi. Pronostic, et bien sûr, les buteurs lillois et strasbourgeois si tu es en grande forme. Il n'y aura pas de buteur strasbourgeois. Lucas Chevalier va continuer sa bonne opération. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de problème, donc on va gagner 2-0. Tu dis ça parce que tu connais pas un nom d'un joueur strasbourgeois, c'est ça? Ah si, je peux te le citer forcément. Pas la peine. Non, mais donc ouais, 2-0 avec un but de Jonathan David, nommé d'ailleurs pour le meilleur joueur du mois de septembre. N'hésitez pas à aller voter pour lui. Et aussi en deuxième buteur, bah, j'ai bien envie de voir Azamounas marquer voilà, un deuxième but avec le LOSC au niveau des buteurs. Et puis bon, je vais citer le passeur parce que Rémi Cabella va effectuer 2 passes décisives. Georges, est-ce que tu rejoins ce pronostic ou tu as un pronostic autre? Comme il y a 2 ans, un petit 3-0 à la bidon. Mais je maintiens moi, la certitude du clean sheet dans la Confédération. C'est-à-dire qu'il a été long à arriver, mais derrière, ça va entamer une série, quoi. Donc, Bon, ouais, 3-0. Allez, David, Ounas et un but qui vient derrière. Tiens, un petit Diakité pour qu'il ouvre le compteur aussi. il est suspendu. Ah non, il est suspendu. Ah, C'est vraiment, tu choisis la difficulté. Voilà. Donc, Zedatka. Zedatka. Lorenzo, quel est ton pronostic pour ce match de Strasbourg? Alors, vu qu'à chaque fois que je dis qu'on gagne, on perd, je dis qu'on va égaliser. Je vois 1-1, mais le LOSC, il perd 1-0 et après, avec une rentrée de Bayo, les dernières 10 minutes, il y a un but. Comme ça, je le dis au hasard, et voilà. C'est le mec qui m'a marqué à Strasbourg, je trouve. Lorenzo, je crains que François Stock n'ait déteint sur toi, parce que tu emploies les mêmes ruses et les mêmes techniques. Christophe, quel est ton pronostic pour ce match? Quels sont les buteurs? Moi, j'irais 2-0. Et moi, par rapport à Lorenzo, l'année passée, moi, j'ai souvenir d'un super match. Après, quand on prend le 2-1, on a 10 minutes à la fin qui sont dégueulasses. Mais le début du match est super et on avait vu un super Wea. Donc, j'espère que ça va recommencer. C'est L'année vrai, passée, c'est vrai. ouais, il donne 2 buts à David. J'espère que cette année, il va en marquer un. Donc, je dirais Wea et David. Et l'autre Christophe, quel est ton pronostic pour ce match? Je vais être un petit peu moins optimiste que tout le monde là. Alors forcément une victoire, je peux jamais faire autrement, mais 1-0. Et en plus, on risque de tomber sur sans doute un des meilleurs gardiens de notre championnat, Cels. C'est un gardien que j'adore. C'est sans doute un des meilleurs, vraiment. Il mériterait d'être dans un plus grand club. Et si on n'avait pas eu Chevalier, j'aurais bien aimé le voir chez nous. Donc voilà, je vois pas un score fleuve. Les 3-0 de Georges, à mon avis, ça sent la tournée, ça. La prochaine fois qu'il vient nous voir à Lille. Hein. Donc, On en reparlera. J'espère que je me trompe, mais voilà, 1-0. Et le buteur, je m'en fous, je prends tout, moi, même un but contre son camp d'un Strasbourgeois. Bon, en tout cas, les réseaux sociaux sont également optimistes. Hein, donc, Olivier 1-2 pour le LOSC, Trifred 0-2 avec un but de David, un but de Bamba, Julien 0-2 avec un but d'Ounas et un but de Wea. Voilà donc des avis plutôt positifs. Tu veux rajouter quelque chose, Baptiste? Je te vois lever la Non, main. non, pas du tout. Je remets ma lampe parce que je l'ai Ah. carrément dégueulasse. Bon, Non, après, si, je peux rajouter que vas-y. la dernière défaite du LOSC face à Strasbourg, je parle en Ligue 1 parce qu'il y avait eu en Coupe de France, mais la dernière, c'est sous Marcelo Bielsa. Voilà, c'était la dernière défaite du LOSC. Là-bas, à Strasbourg. Le fameux match où Maignan est expulsé Ouais. et où finalement tout a commencé, ou du moins tout s'est terminé, la fin de Bielsa a commencé à Strasbourg. Voilà, il est 21h55, nous avons été extrêmement bavards sur ce derby, il est temps de nous quitter. Alors je voulais remercier comme d'habitude tous les internautes qui nous ont regardés ce soir en direct et qui ont réagi donc sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Allez LOSC. Merci à vous, vous êtes le moteur de cette émission. Merci à ceux qui regarderont le replay sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. Je voulais remercier également les piliers du bistrot qui étaient présents ce soir. Georges, qui nous a quittés, qui est parti très très vite. Donc on le salue et en tout cas on le remercie de sa présence et de son assiduité au bistrot d'Allez LOSC. Je voulais remercier également Baptiste qui a réussi à nous placer une stat malgré le fait qu'il soit arrivé tardivement. Bonsoir Baptiste. Merci à toi et promis, la prochaine fois, je ferai mieux en termes de blessures de joueurs strasbourgeois. C'est parfait. Merci à Lorenzo du compte Twitter Dogs Italia et du compte Instagram également du même nom. Bonsoir Lorenzo. Merci à vous les gars, un plaisir comme toujours. Merci à Christophe C.
et sa moustache de ses interventions. Merci à toi et quel plaisir de venir pour un débrief de derby gagné. Et n'est-il pas? Merci à Christophe C, donc Christophe D, pardon, qui est également présent ce soir. Ah, merci à toutes et tous. Oh, tu remercieras le consultant médical pour ses précisions sur les Ouais, commentaires de la page Facebook. Je ne voyais pas ça du tout là, mais bon, après. Oui, moi, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste en psoas, mais je n'ai pas d'enfant qui joue au foot, malheureusement. Moi, j'ai jamais été blessé, donc bon, je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà, donc merci à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief du match de Strasbourg et les commentaires d'avant-match pour le prochain rendez-vous à la Decathlon Arena, donc le match contre Monaco. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Le match de Strasbourg, c'est vendredi soir, attention, ne le ratez pas. Et bien sûr, pour ponctuer cette semaine, je vous propose de pousser tous ensemble notre cri de guerre, le cri de guerre du bistrot, à 3, 1, 2, 3. Allez, le LOSC! À bientôt, ciao, salut! Ciao, ciao! Salut.